Merci à tout le monde d'être là ce matin. C'est un plaisir pour moi là, de à la fois participer et contribuer au programme PME en mouvement et ce matin de prendre quelques instants ensemble pour se parler de développement durable et en commerce. Donc, bon, je vais commencer classiquement, simplement en vous expliquant qui je suis, qui on est chez Maillon Vert. Donc, rapidement, pour ceux qui ont peut-être regardé mon profil sur LinkedIn ou qui suivent déjà Maillon Vert d'une manière ou d'une autre, vous saurez que je suis pharmacien de profession. Moi, en fait, j'ai effectué mon virage professionnel vers le développement durable il y a au-dessus d'une dizaine d'années. Et puis, notamment, ce qui m'a poussé à le faire, c'était vraiment un peu l'effet dans ma carrière professionnelle de voir à quel point les gens, la société, on repose sur des valeurs très positives. Mais après ça, dans nos comportements ou bien en entreprise, dans ce qu'on fait réellement au quotidien, des fois, on se rend compte qu'une certaine distance, une certaine incohérence peut-être entre nos valeurs, nos convictions, et puis au quotidien, comment on gère nos entreprises, qu'on fait nos opérations. Et puis, moi, je voulais être capable d'apporter, dans le fond, aux entreprises puis aux différentes organisations un développement durable qui était très concret, tangible, puis basé notamment sur la technique de la progression, pensant et étant convaincu que chaque petite action vient en faire un tout. On le sait, à l'heure où on est actuellement, on a besoin aussi de grandes actions, on a besoin de gestes qui sont très systémiques, globaux. Mais tout ça commence, veut pas, parce qu'on est capable de faire là, au niveau personnel, mais au niveau aussi là, professionnel, là, dans le cadre de nos organisations et de nos entreprises. Donc, j'ai fondé Maillon Vert il y a maintenant plus de 10 ans. En fait, on a fêté nos 10 ans en janvier. On est une petite équipe multidisciplinaire. On se considère comme des stratèges généralistes en développement durable. Puis ce qu'on essaie de faire toujours, c'est la même chose. En fait, c'est apporter le développement durable de manière très concrète, tangible, basée sur l'action, puis créer des effets positifs. Puis les effets positifs, on les veut autant pour les entreprises, les organisations qui font ces virages-là, pour leurs membres, leurs partenaires, leurs équipes, leurs employés, puis également pour la planète, donc de manière globale, donc des effets positifs à tous les points de vue. Nous, on base notre expertise en développement durable sur 3 grands piliers. Sur le conseil stratégique, on va en parler plus tard, les grands mouvements, ce qui se passe en développement durable, les référentiels, et puis comment on lie le développement durable à la stratégie de l'entreprise. Donc, ça, c'est la fondation. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va faire aussi du développement durable qui est périn, qui est intéressant, puis qu'on va prioriser dans le cadre de nos décisions. Par la suite, il faut savoir, une fois qu'on a bien réfléchi à ce qu'on veut faire, comment on va le faire concrètement sur le terrain. Donc, vient toute la question de l'accompagnement, du passage de l'idée ou de l'intention à l'action. Et puis, finalement, comment le communiquer? Il y a 2 grandes raisons pour lesquelles on doit bien communiquer en développement durable. Un, c'est pour mobiliser. Au final, si on réfléchit à des choses, ça va se concrétiser dans le quotidien par nos équipes, par nos partenaires, donc les gens qui sont sur le terrain. Il faut être capable de les mobiliser, donc de bien communiquer à la fois ce qui doit être fait, mais pourquoi est-ce qu'on le fait aussi. Puis finalement, également pour la question du rayonnement, on sait que, puis on va en parler à la fin, dans les bénéfices du développement durable, il y en a qui sont liés à l'image aussi, mais on veut être capable d'être ambassadeur, de faire rayonner ce qu'on fait, nos bons coups à l'extérieur, autant pour influencer, être des leaders positifs, que également pour être capable de lier ça à son image là, corporative, puis aller chercher des bénéfices, c'est certain, qui sont à ce niveau-là. Donc, pour nous, c'est toujours ces 3 grands piliers-là, si on veut, de transformation. On pourrait le découper autrement. Là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette, mais il faut que tout ça soit lié et cohérent là, dans une stratégie en développement durable.
On a accompagné beaucoup d'entreprises. Je vais aller vite à ce niveau-là. Beaucoup, c'est sûr, dans des structures de type commerce, donc, mais également avec des OBNL, du paramunicipal, donc différentes structures. Puis plus récemment aussi, ben, on accompagne aussi de plus grandes organisations comme le Festival d'été de Québec. On collabore aussi avec Evol sur des programmes. Donc, on va comme ça là, essayer de toujours dans la solution concrète là, puis basée sur la pratique. Donc, maintenant, cela dit, ben, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour qu'on parle de développement durable, de PME, de petites entreprises, de commerce de détail. Puis ce qu'on voit aussi, mais c'est que c'est de plus en plus interrelié, les enjeux qu'on vit, peu importe un peu son secteur d'activité, mais c'est sûr qu'en commerce, en commerce de détail, il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui sont liés au développement durable actuellement. Donc, on va simplement commencer pour se réchauffer un peu, puis pour vous réveiller si vous ne l'êtes pas, par vous poser une petite question. Je pense que Mélissa va vous faire popper cela. Donc, sur une échelle de 1 à 5, c'est quoi le degré de maturité de votre entreprise en développement durable? Donc, selon vous, vous en êtes où, en fait, là, en termes de développement durable? Là? Puis, ben, allez-y là, de manière intuitive. Là. Qu'est-ce qui vous vient? Là? Excellent. Bon, on voit qu'on a une bonne diversité. On voit aussi que vous êtes des gens humbles et modestes parce qu'on a très peu de 4 et 5. Donc, ben, c'est bien. Hein? La plupart du monde considère, là, on était sur le 2, donc la plupart des gens aujourd'hui se considèrent comme probablement avoir réfléchi, être en réflexion, avoir quelques gestes à gauche, à droite, mais pas nécessairement avoir consolidé là, une stratégie en développement durable. C'est ce que je peux c'est comment j'interpréterais les résultats. Ça a du sens, puis tant mieux, parce que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mon objectif, c'est un peu de vous sensibiliser de manière générale et puis notamment vous donner toutes sortes de petites idées à gauche, à droite dans lesquelles vous allez pouvoir piger pour à la fois vous stimuler, vous motiver à mieux structurer ce qui serait de développement durable dans votre entreprise, mais également peut-être simplement à vous poser la question, ben, qu'est-ce que vous aimeriez faire à partir du mois prochain? Donc, de manière très concrète. Si vous êtes à 4, par exemple, j'ai vu une entreprise à 4, ou bien si vous étiez juste trop modeste pour marquer 4 et 5, mais que vous avez l'impression que vous êtes là, ben, c'est correct aussi. Aujourd'hui, on est sur du concret, sur surtout le développement durable de manière terrain. Vous allez aussi pouvoir en même temps mais vous challenger, voir, OK, j'ai-tu pensé à ça? Est-ce que je suis vraiment allé assez loin dans ma réflexion? Mais encore, comment je pourrais structurer davantage? Est-ce que j'ai sauté des étapes puis je suis rendu, dans le fond, à essayer quelque chose de très fort dans le cadre de ma mission, mais peut-être que dans le cadre de mes opérations comme telles, ben, il y a des choses aussi que je pourrais améliorer. Donc, cela dit, peu importe où on est, ben, premièrement, je vais simplement, qu'est-ce que le développement durable? Hein? Puis en passant, là, nous, on utilise le développement durable comme terme général, là, mais après ça, on peut parler d'éco-responsabilité, on peut parler de responsabilité sociale en entreprise, on pourrait parler de différents termes, mais pour nous, ça revient quand même à la même intention. Donc, l'intention, c'est d'avoir un développement qui est périn, qui respecte les limites planétaires dans lesquelles on est et surtout qui respecte aussi le fait que, ben, on veut être là pour longtemps, donc on veut léguer une planète et une communauté en santé pour les prochaines générations. Donc, il y a beaucoup de tendances qui sont liées au développement durable, notamment ben, le virage numérique. Donc,
beaucoup d'enjeux dans le cadre du virage numérique qui sont liés au développement durable. Il y a des enjeux d'empreinte, par exemple, environnementale du numérique, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices des virages numériques qui dématérialisent certaines choses. Donc, il y a ça. Ça, en commerce de détail, c'est très fort. C'est d'ailleurs un des axes et des programmes forts là, du CQCD. Je vous encourage à aller voir ça. Après ça, on va parler souvent d'économie circulaire, on va parler d'approvisionnement responsable, toute la question des produits à usage unique. Pendant la pandémie, on dirait que ça a été élevé d'un cran aussi, notre conscience à ce niveau-là, les emballages, la consommation responsable, le zéro déchet, les produits locaux, également toute la question de la livraison, des transports. Et puis, ben, on va revenir, mais ça, c'est des tendances qui ont été notamment répertoriées là, dans le cadre du baromètre de la consommation responsable en 2021, l'année dernière. Puis toutes des choses qui sont liées aussi à notre réalité en tant que petite entreprise, mais également dans les grandes stratégies et dans les grands défis qu'on vit actuellement. Il y a toute la question de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on va y revenir, mais être une entreprise plus responsable va nous aider à ce niveau-là. Il y a une fatigue aussi générale des équipes, on le sait actuellement. Il y a une instabilité de l'approvisionnement. On le vit peut-être davantage dans les grandes entreprises, mais dans certaines petites entreprises aussi, c'est quand même quelque chose qu'on le voit. Toute la question des ventes en ligne aussi. Puis finalement, c'est certain que on est dans un contexte où il y a davantage d'insécurité face à l'avenir. Et puis, ça a à la fois apporté des enjeux, des défis, puis des opportunités aussi qui sont liées à tout cela. Donc, on a beaucoup de défis actuellement dans les petites entreprises, dans le commerce de détail. Et puis, le développement durable vient se positionner comme étant une stratégie. Ce n'est pas la panacée. Hein? Ce n'est pas parce qu'on fait du développement durable que tout à coup, tout va bien aller là, dans notre entreprise. Mais c'est une stratégie qui est importante également pour être plus résilient et plus performant par rapport à nos défis. Notamment, j'ai mis de l'avant ces deux statistiques parce que je sais que le défi actuellement, nous, quand on parle notamment aux petites entreprises puis au commerce de détail, ça reste qu'actuellement, j'ai 8 entrepreneurs sur 9 qui me disent là, moi, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre actuellement, c'est vraiment le roulement de mon personnel, c'est le fait que j'aimerais croître, mais je n'ai pas assez de staff pour croître. Et puis, je fais juste souligner deux statistiques là, qui sont très évocatrices sur l'attraction, puis comment le développement durable peut être vraiment une qualité, un atout en tant que marque employeur, si on veut. On a presque 9 Québécoises sur 10 qui nous disent que on pense que ça devrait venir par les entreprises, la question du changement de comportement de consommation. Et donc, ça, c'est des gens qui vont vouloir voir ce changement de consommation-là, sinon ils voient un décalage là, entre leurs valeurs, leurs convictions, puis finalement ce qui se vit en entreprise. Et puis, finalement, on voit que, notamment avec les nouvelles générations, qui ont tendance aussi peut-être à rechercher davantage les entreprises, puis sont toujours à l'affût de le lien entre leurs valeurs et les entreprises et les valeurs des entreprises pour lesquelles ils vont travailler. Donc, on voit qu'on a plus de la moitié là, des milléniaux qui nous disent, moi, si l'entreprise pour laquelle je postule, si je me rends compte qu'elle n'a pas de pratique RSE ou de pratique éco-responsable ou de valeur, une culture qui est en lien avec mes valeurs, finalement, soit que je ne postulerai pas ou bien encore, bien pire, ce qu'on voit présentement, c'est que ils quittent quand ils voient finalement que les valeurs ne sont pas réellement communiquées puis vécues dans l'entreprise. Puis par ailleurs, en petite entreprise, on est un vecteur, on est une force impressionnante, on est une vitrine de sensibilisation potentielle
à tout ce qui est, dans le fond, des bons comportements, du développement durable, des bonnes pratiques. Il faut se souvenir que ben, les petites moyennes entreprises représentent là, presque en nombre énormément d'entreprises au Canada. On a 85 dans le fond qui sont des petites entreprises de moins de 20 employés. Puis juste au Québec, on a au-dessus de 200 000 petites entreprises. Donc, c'est près de 2 millions d'emplois. Donc, on est des vecteurs de changement très importants. Donc, il y a ça aussi. Non seulement ça peut nous aider à mieux opérer en tant qu'entreprise que de faire du développement durable, mais il faut voir aussi, bien, plus on est de petites entreprises qui vont dans ce sens-là, on est des vecteurs là, pour l'ensemble de la communauté. Donc, bref, j'espère que avec ces petits exemples-là, vous voyez que le développement durable, c'est une stratégie qui est éprouvée. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plein d'entreprises, des grandes, des petites, des entreprises qui sont sur le marché boursier ou non, qui se tournent vers ces stratégies-là et qui l'ancrent vraiment à la fois dans soit leur manière d'opérer, leur modèle d'affaires ou du moins dans leurs pratiques opérationnelles. Maintenant, quand on veut améliorer ces pratiques éco-responsables, ben, comment on s'y prend? Bien, ça, c'est une statistique qui date. Je vous le dis d'avance, elle date un peu. Cela dit, si on refaisait ce sondage-là présentement, moi, j'ai l'impression que la statistique serait pas mal dans les mêmes eaux. Ce qu'on voit, là, c'est que quand on parle aux gestionnaires, est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Est-ce que le virage éco-responsable est intéressant pour votre entreprise? On a pratiquement tous les gestionnaires qui vont nous dire oui, oui, clairement, je pense qu'on s'en va vers là, c'est une tendance, ce n'est pas une mode, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. OK, parfait. Mais maintenant, comment vous vous y prenez? Ouf! OK, ouais, je ne le sais pas. Exactement. Donc, puis moi, je mettrais ma main au feu aussi que si la plupart d'entre vous ont répondu 1, 2 ou 3 sur le degré de maturité tout à l'heure dans le sondage, c'est probablement parce que vous faites des choses, vous avez des gestes, vous avez une intuition, mais il reste que concrètement, vous dire, ouais, mais je fais-tu, là, comment je m'y prendrais, comment je concilie, dans le fond, ce que je veux faire? Bien, c'est là aussi où on se pose des questions. Puis on se les pose pas pour rien, c'est parce qu'il y a tellement une diversité de normes, de références, d'articles, d'approches que parfois, ben, trop d'informations, trop de manières de faire quelque chose, c'est comme pas assez. On se demande un peu, bien, finalement, c'est quoi ma meilleure manière? On a aussi un sentiment d'imposteur un peu dans ce qu'on fait parce qu'on se dit, bien, écoute, moi, j'ai l'impression que j'ai des bons repères, mais c'est sûr que je ne connais pas ces grandes normes-là nécessairement toutes, que ce soit les objectifs de développement durable, qui sont classifiés de manière peut-être un peu plus vulgarisée, ou que ce soit quelque chose comme ISO 26000, qui est quand même beaucoup plus construit. Ben, ce n'est pas des choses que je suis allé voir, puis je ne suis pas un expert en développement durable, et c'est bien normal. Et nous, ce qu'on constate souvent, ben, c'est ça fait en sorte que des fois en entreprise, comme on ne sait pas exactement par quel bout s'y prendre, ben, on remet à plus tard, on repousse un peu nos stratégies en développement durable de par le fait qu'on a l'impression que c'est soit trop compliqué, soit trop flou, ou bien encore soit que ça ne nous apportera pas des initiatives assez concrètes ou des retombées, des bénéfices assez concrets. Chez Maillon Vert, puis ça, c'est notre manière, puis ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Il y a toutes sortes de manières, encore une fois, d'aborder le développement durable. Il y a toutes sortes de manières de l'ancrer dans une entreprise. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand on parlait de parcours, quand on parle d'une démarche, c'est souvent plus facile pour les petites entreprises de s'y rattacher. Et puis, ben, on essaie souvent de vulgariser aussi ce qu'est le développement durable. Donc, aujourd'hui, moi, je vais prendre, dans le fond, un peu ce parcours-là avec vous, qui est de se dire, ben, quand on veut faire du développement durable dans une petite entreprise, ben, au départ, c'est certain qu'on doit débuter son parcours, on doit avoir un engagement, on doit avoir, par exemple, se faire un petit diagnostic de son entreprise, ce qu'on fait déjà, ce qu'on ne fait pas, comment on lirait ça avec nos stratégies. Donc, ça, c'est certain que c'est la fondation. Mais par la suite, ben, on découpe en matière résiduelle l'approvisionnement, les transports, le bâtiment, tout le côté social. L'usage unique aussi qu'on met entre matière résiduelle et approvisionnement. Donc, ce sont tous des grandes thématiques
qu'on essaie d'aborder. La thématique, c'est sûr, du climat également est importante et transversale à travers ces grandes thématiques-là. Mais c'est un peu notre manière de vulgariser ce que peut être le développement durable dans le cadre, dans le fond, du commerce de détail, puis de manière générale pour les petites entreprises. Donc, aujourd'hui, ben, je vais passer chacune de ces thématiques-là, vous donner un peu des exemples d'initiatives ou du moins de manières dont vous pourriez réfléchir au développement durable à l'intérieur de ça. Vous pigez dans ce qui vous semble le plus pertinent pour votre organisation. Il n'y a pas un plan d'action ou une stratégie en développement durable qui sera la même d'un contexte à l'autre. On doit toujours l'adapter. Et puis, ben, aussi, ben, je vous invite à vous donner une bonne tape dans le dos lorsque je nomme des initiatives puis que vous les faites déjà. Ben, c'est aussi important de reconnaître ses acquis, ses forces, parce que par la suite, ben, on peut bâtir sur ces acquis et ces forces-là là, dans nos prochaines initiatives. Donc, dans le volet déchets, le volet déchets, c'est un volet qui est super de base. C'est important dans toutes les stratégies. Nous, on va souvent sonder les employés quand on démarre une démarche en développement durable. Puis ce qu'on voit, c'est que le volet déchets, il est souvent comme le premier volet. C'est l'initiative qui est la plus demandée de la part des employés. Donc, c'est important. Pourquoi? Bien, parce que notamment, c'est quelque chose que dans notre vie individuelle, dans notre vie personnelle, c'est un des volets qui a été le plus mis de l'avant. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait à la maison. On essaie de diminuer nos déchets, on fait bien notre tri. Donc, si vous êtes à Montréal, ben, vous faites votre recyclage, vous faites votre compost municipal. Donc, c'est quelque chose qu'on fait à la maison. Donc, quand on arrive dans notre organisation, ben là, si c'est moins bien fait, puis surtout des fois quand on voit l'ampleur de la quantité de déchets qui peut être générée, bien plus qu'à domicile, ben c'est là où ça devient décourageant. Donc, c'est important de bien gérer ce volet-là. Je vous donne des petites inspirations. Dans le fond, ben, premièrement, c'est certain que si dans votre entreprise, vous n'avez pas encore instauré la collecte sélective, c'est-à-dire le recyclage, si vous n'avez pas instauré ça, ben, je dirais que ça presse. C'est vraiment le B.A.-ba. Ça va être difficile pour vos équipes d'adhérer à d'autres types d'initiatives si celle-là n'est pas ancrée déjà dans l'organisation parce que ça nous représente pour plusieurs la fondation, la base de ce qu'on doit faire. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est former ces équipes à mieux trier. Puis notamment, moi, j'invite souvent les entreprises à regarder quelles sont les matières qui sont spécifiques à votre entreprise, que vous retrouvez là, dans votre entreprise comme matière là, à recycler ou à jeter, mais qui est peut-être qu'on ne retrouve pas là, à la maison. Ça devient des matières que c'est intéressant de juste dire ou former aux employés. Ça peut être juste des mémos ou ça peut être une formation comme telle sur quoi faire. Ce qu'on remarque souvent, c'est que dans des équipes, même dans des petites équipes, là, par exemple d'une dizaine de personnes, ben, d'une personne à l'autre, les gens ne mettent pas les mêmes choses au recyclage puis à la poubelle, puis ça crée des petits irritants au quotidien. Le fait de voir que, eh ben non, attends, ça, moi, je pense que ça se recycle. Moi, je mets tout le temps au recyclage. L'autre personne, ben non, je ne pense pas que ça se recycle. Moi, je mets tout le temps aux poubelles. Donc ça, c'est des bonnes pratiques à prendre. Par la suite, de développer une vision zéro gaspillage. Donc, vous avez vu, on ne parle pas nécessairement de zéro déchet comme tel parce qu'en entreprise, c'est très difficile d'y arriver, mais déjà d'avoir le zéro gaspillage. Ça, c'est une vision qu'on peut ancrer. C'est intéressant. Puis là, on peut se faire une petite liste en entreprise de ce qu'est le zéro gaspillage pour nous. Puis de ce qu'on aimerait atteindre. Puis une des choses qui est super importante dans les stratégies, c'est d'être ambitieux. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas encore comment vous allez diminuer tel gaspillage, de le nommer, de le dire, puis de le communiquer à ses équipes, mais tout à coup, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va avoir un flash une journée puis qui va vous dire: Hey, sais-tu quoi? Si on faisait telle chose, ben
il me semble que ça, on serait capable de le diminuer, ce gaspillage-là. Donc, encore une fois, c'est simplement de penser à plus tard et puis de se créer des indicateurs. Donc, par exemple, ben, de mesurer son taux de déchets ou son taux de recyclage ou de compostage, par exemple, puis d'avoir des indicateurs. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire assez facilement. Puis finalement, ben, lancer des défis employés, clients, partenaires. Nous, on a par exemple, un de nos clients qui s'appelle Equinox, qui ont lancé leur défi. C'est un défi annuel où ils invitent sur Facebook chacune des entreprises à nommer une initiative qu'ils veulent mettre de l'avant, un défi qu'ils se lancent eux-mêmes, puis là, ils se pitchent la balle comme ça. Donc, simplement de se lancer des défis, encore une fois, c'est bien en tant qu'entreprise, on a ce levier-là d'influence où on n'est pas obligé non plus que ça vienne de nous. On peut aussi inciter des gens, dire eh ben nous, on a cette chose-là qu'on a faite, ça, c'est un bon coup. Ben maintenant, on aimerait mettre au défi de nos parties prenantes là, pour qui nous disent qu'est-ce qu'ils aimeraient, eux, mettre de l'avant. Donc, c'est des petites choses qu'on peut faire dans le volet déchets. Il y a le volet transport. Donc, le volet transport, c'est un volet dans lequel il y a une grande importance parce que, ben, de un, des transports, on en a qui viennent vers notre entreprise, puis ensuite, on en a qui partent de notre entreprise. Puis quand on combine l'ensemble de ces impacts-là, il y a des impacts important en termes notamment d'émissions de gaz à effet de serre, mais également en termes de dépenses. Puis dans les transports, ben, en général, ça va être lié, je vais en parler un peu plus tard, aussi à de l'emballage parce que ben, il faut protéger ce qu'on transporte. Donc c'est un volet quand même qui est assez central dans toutes sortes de choses. Puis les transports, ben, on a également les transports de nos fournisseurs, mais également de nos équipes. Donc, ben, on a des équipes qui se mobilisent pour soit venir au bureau, ou bien encore pour aller visiter des clients. Et donc, ce sont tous des pôles de transport qui ont un impact important. Dans les inspirations. Donc, comme je disais, je vous invite à toujours réfléchir, puis même par exemple, c'est intéressant de faire simplement un petit mapping. C'est quoi les transports qui viennent vers mon entreprise? C'est quoi les transports qui partent de mon entreprise? Et sur lesquels j'ai des leviers d'influence. Donc, les leviers d'influence sont plus ou moins élevés en fonction de notre modèle d'entreprise. Ça, je peux pas, il n'y a pas de règle pour ça, mais on a des entreprises qui ont moins de leviers d'influence sur les transports qui arrivent, mais encore là, on peut choisir des fois son distributeur, on peut choisir différentes choses. Puis il y en a d'autres qui ont moins d'influence ou plus d'influence sur ce qui part. Donc, ça, c'est important. On peut favoriser la mobilité durable. Il y a des choses assez simples qui peuvent être mises de l'avant en termes de mobilité durable. Quand on pense, par exemple, à installer des racks à vélo, à faire de l'aménagement en ce sens-là, à stimuler, par exemple, simplement un petit tableau de covoiturage, inviter nos employés. Parfois, nos employés se sont jamais posé la question, à moi, quand je viens le matin, qui est sur ma route ou je suis sur la route de qui en termes de covoiturage. Puis là, ben, en tant qu'entreprise, juste de stimuler, par exemple, cette question-là, ça peut être sur un tableau bien simple, mais tout à coup, ah, OK, bon, on a 2, 3 employés de plus maintenant qui font du covoiturage. Ça crée du team building. Ça diminue nos gaz à effet de serre générés de cette manière-là. Puis pour eux aussi, ben, parfois, c'est quelque chose qui est social, là, intéressant. Et puis finalement, ben, il y a toute la question d'électrification des transports. Donc, effectivement, ben, là-dessus, il y a beaucoup d'opportunités. C'est peut-être un peu plus complexe parfois comme analyse à faire, l'électrification des transports, mais c'est réellement quelque chose sur lequel ben, il peut y avoir de grands impacts. Donc, et puis, ben, ce qu'on voit aussi, c'est que nous, il y a beaucoup d'entreprises qui nous disaient ah non, moi, je ne vois pas vraiment là, comment je pourrais électrifier mes transports. Puis finalement, ben, en faisant un peu de recherche, ben, on se rend compte que oui, il y a des modèles qui correspondent, ou bien encore, ben, des fois, c'est une compagnie de transport qui, eux, offrent de la livraison électrique. Et puis là, ben, simplement en changeant de compagnie de transport, par exemple, de logistique ou de livraison, ben, tout à coup, on diminue nos gaz à effet de serre et notre impact environnemental de beaucoup. On peut le mettre de l'avant, le valoriser, puis ben, c'est un bon coup parce que ben, là, nos clients savent aussi que, par conséquent,
eux, en faisant affaire avec notre entreprise, ben, ont moins d'impact. Donc, je vous invite à aller voir, si vous tapez Mobilité durable Montréal, vous allez voir plusieurs organisations qui travaillent aussi là-dessus. Puis parfois, bien, simplement de visiter d'un site web à l'autre, ça va vous donner aussi des idées sur comment améliorer là, votre mobilité là, de manière générale. Le volet social. Donc, le volet social, on pourrait en parler très, très longtemps, et puis ça se découpe en tellement de sous-thématiques au niveau social. Il y a toute la question, dans le fond, de la santé, bien-être, la santé-sécurité, mais le mieux-être au travail aussi, la question de la diversité, de l'inclusion. Il y a toute la question aussi de son implication communautaire, donc que ce soit sous la forme de bénévolat, sous la forme de pro bono, sous la forme de partenariat. Et donc, c'est un volet qui est évidemment très, très riche. Sky's the limit de ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce volet-là. Donc, aujourd'hui, je vais simplement vous donner quelques petits repères là, à l'intérieur du volet de ce que vous pouvez faire. Donc, premièrement, ben, appuyer des causes. Donc, ça, c'est pas sorcier. En petite entreprise, on le fait moins. Des fois, on a l'impression que ça, c'est en grande entreprise qu'on s'associe à une cause et que ça a du sens. Mais même en petite entreprise, bien, on peut avoir un impact important pour des organisations. Et puis, quand on appuie une cause, on fait d'une pierre deux coups. C'est sûr qu'on va donner, que ce soit de l'argent, de la ressource, du temps à une cause. Donc, on améliore puis on contribue à cette mission-là, de cette cause-là, mais également, on lui donne une visibilité. Puis ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui veulent se faire connaître davantage. Donc, je vous donne l'exemple ici où nous, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'avec une série de pharmacies, en fait, donc une petite cohorte de pharmacies, on a fait un partenariat avec l'organisation Les Petits Frères, dont la vocation est de briser l'isolement des personnes âgées. Donc, on a fait une cohorte dans laquelle ben, l'organisme donnait une formation en partenariat avec la Fondation Âge aux équipes en pharmacie pour être capable de de mieux repérer les signes de l'isolement chez les personnes âgées. Puis par la suite, ben, on faisait une levée de fonds. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était très sorcier, mais on fait connaître de cette manière-là l'organisation, en plus de lui apporter, ben, dans ce cas-ci, par exemple, du financement. Donc, ça, c'est des choses qui sont bien intéressantes. Puis moi, je vous invite à impliquer vos équipes dans cette réflexion-là. Souvent, ce qu'on constate aussi, c'est que ben, des fois, on ne le savait même pas. Ah, mais il y a telle personne qui s'impliquait déjà dans une organisation ou que c'est sa sœur qui s'implique dans une organisation, puis là, qui dit hey, ben, il me semble qu'il y aurait quelque chose à faire avec cette organisation-là. Donc, simplement d'appuyer des causes comme ça. On peut développer aussi des incitatifs au bénévolat en équipe, donc que ce soit des journées de team building en mode bénévolat, que ce soit d'autres choses. Vous voyez, par exemple, chez Maillon Vert, ben là, on vient tout juste de mettre en place, on va aller passer une demi-journée avec la popote Centropole roulant. Donc, ben, d'une pierre deux coups, on contribue à sa mission, mais nous aussi, ça nous fait une activité de team building qui est quand même super intéressante. Donc, on a des bénéfices autant pour l'entreprise que pour l'organisation. Donc, encore une fois, ben, impliquez vos équipes dans ces réflexions-là. Puis, finalement, ben, toutes les initiatives de santé mieux-être au travail. Il y a d'ailleurs comme référence là, que je peux vous nommer le groupe Entreprises en santé, qui est une belle organisation qu'on a ici et puis qui notamment ben, éduque, sensibilise, puis peut même accompagner dans les initiatives de santé et mieux-être au travail. Puis ça, encore une fois, ben, ça peut être très large, mais encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir une grande stratégie de santé et mieux-être au travail. Parfois, en tant que petite entreprise, on a l'impression que c'est assez limité ce qu'on a comme ressources, mais il y a bien des initiatives qui ne coûtent pas nécessairement plus cher et qu'on peut mettre en place là, en tant qu'entreprise. Puis vos employés vont souvent aussi être heureux de contribuer à la mise en place de ces initiatives-là. Et puis, c'est la technique des petits pas. Hein? Une première année, on met une ou deux initiatives, la deuxième encore. Et puis, ben, après 10 ans, qu'est-ce qu'on sait? On a une entreprise qui est clairement beaucoup plus solide à ce niveau-là. Les achats. Donc, les achats,
on parle de l'approvisionnement. Nous, on met dans le cadre de ce volet-là souvent 2 types d'achats. On a dans le fond, ben, ce qu'on achète pour ces opérations à l'interne, donc toutes les choses qu'on va acheter qui vont nous permettre de faire rouler l'entreprise. Ça peut être des fournitures de bureau, ça peut être de l'équipement. Donc, il y a tous les achats, dans le fond, qui nous permettent. Puis, finalement, il y a également ben, ce qu'on vend. Donc, si on est une entreprise, notamment qui vend des produits, si vous êtes une entreprise qui vendait des produits, ben, il y a ce qu'on vend et donc d'où viennent ces produits-là. Est-ce que c'est nous qui les produisons et donc on achète, par exemple, ben, des ingrédients, des matières premières, ou si on les achète déjà construits, ben, de qui on les a achetés, qui est le manufacturier, puis lui, quel type d'ingrédients ou bien de matière il utilise. Et puis, ben, c'est sûr que c'est un volet qui est vaste, qui est souvent bien au cœur aussi, là, qui est dans le core business de l'entreprise comme volet, peu importe ce qu'on utilise ou bien ce qu'on vend. Donc, premièrement, ben, il y a dans ce qu'on utilise là, à l'interne, simplement favoriser des achats responsables. Vous avez peut-être déjà entendu le terme de politique d'approvisionnement responsable qui est dans le fond, certaines entreprises se dotent carrément d'une charte qui est des fois plus à haut niveau, des fois plus concrète, mais au final, ce que ça se veut, c'est une liste de critères pour dire, ben, quand j'achète, je ne vais pas juste regarder le coût, je regarde aussi des critères, dans le fond, environnementaux et sociaux de ce que je vais acheter. Puis, si je vous donne un exemple très facile, concret pour comprendre ce qu'est l'achat responsable, ben, dans le papier, ben, c'est d'acheter du papier recyclé plutôt que du papier, dans le fond, à partir de pâte vierge. Donc, ça, puis ça s'opère surtout. C'est une entreprise de service, bien probablement que vous avez à ce moment-là des ordinateurs. Ben là, c'est de regarder, est-ce qu'on peut aller acheter de l'ordinateur qui est usagé, voire même qui vient, par exemple, d'une coop de réinsertion sociale. Donc, dans les achats responsables à l'interne, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, puis il suffit des fois de juste avoir ces repères-là. Puis on va faire déjà des choix qui sont meilleurs, même si vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement une grille là, développée complète. Là, si vous trouvez. Voilà. Réviser ces listes d'ingrédients et de matériaux. Donc, ça, c'est dans ce qu'on vend. Donc, dans ce qu'on va vendre, bien évidemment, souvent, ça part de là. Puis ça, encore une fois, c'est très lié au core business. Là, il y a trop d'exemples. Si on vend des produits, par exemple, ben là, on va regarder vraiment ces listes d'ingrédients. Encore une fois, on n'est pas obligé de changer du tout au tout dans la même année. On peut y aller progressivement, se dire, OK, ben moi, il y a tel ingrédient que je sais qu'ils sont problématiques, potentiellement toxiques, par exemple, ou bien qui ont un impact sur la flore, sur la faune. Donc, comment je peux diminuer, changer ces ingrédients-là pour d'autres alternatives. Quand on parle de matériaux, encore une fois, dans ce qu'on construit, on va essayer d'aller réfléchir aux matériaux. Est-ce qu'on a la même alternative plus locale? Est-ce qu'on a la même alternative avec du pourcentage recyclé? Est-ce qu'on a la même alternative qui pèse moins lourd et donc de demander moins de matières premières à produire, demander moins de carburant, par exemple, à déplacer? Donc, il y a tous ces exemples-là qu'on peut faire au niveau de ce qu'on vend. Puis finalement, ben, je vous invite à réfléchir en économie circulaire, puis en cycle de vie, dans le sens que parfois, trop souvent, on se concentre sur la fin de vie des produits pour faire nos choix. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est recyclable? Puis là, à partir du moment où c'est recyclable, ben là, on se dit, ah oui, OK, c'est bon, mon produit est recyclable. Très bien. Sauf que quand on travaille sur la fin de vie, en fait, on diminue une étape qui est celle de l'extraction des matières premières. Donc, on va sauter cette étape-là. Mais par la suite, ben, il faut quand même retourner en production, en distribution, en utilisation, puis revenir ici. Alors que si, par exemple, on travaille sur la phase d'utilisation pour avoir quelque chose qui s'utilise plusieurs fois ou bien qui a une plus longue durée de vie, ben là, on reste beaucoup plus longtemps ici et là, on diminue davantage d'étapes dans le cycle de vie. On aimerait ça avoir des analyses de cycle de vie pour
tout ce qu'on consomme puis tout ce qu'on vend, mais ce n'est pas le cas. On en a, par exemple, on a eu des belles analyses de cycle de vie du côté, par exemple, justement, du papier ou bien encore du côté, par exemple, de certains systèmes à usage unique comme les sacs d'emplettes. On n'en dispose pas pour tout, mais déjà de réfléchir dans l'ensemble de la vie d'un produit, quels sont les impacts, puis où sont les impacts les plus importants, ça va vous amener à avoir des meilleurs repères puis à faire des meilleures décisions. Voilà. Ah, puis ici, j'ai mis quelques petites inspirations simplement pour dire que toute la question de l'achat responsable, de la vente responsable, c'est vraiment quelque chose qui est très mis de l'avant puisque ben, c'est une influence qu'on a directement là, aussi là, avec nos consommateurs et nos distributeurs. L'usage unique. Donc, l'usage unique, là, il appartient aussi à la fois dans la question de l'approvisionnement puis de l'achat, aussi dans la question de la gestion des matières résiduelles. Nous, souvent, on en fait un thème. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très important, puis qu'on voit aussi qui a été beaucoup élevé, comme je disais, en termes de sensibilité et d'attente durant la pandémie. Quand on réfléchit à l'usage unique, cela dit aussi ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup de fausses bonnes idées. Donc, on va souvent parler des emballages. Les emballages, on a l'emballage primaire. Ça, c'est celui qui est directement, dans le fond, sur le produit. Donc, par exemple, si on pense à un produit cosmétique, ben, on a de la crème, puis là, ben, c'est dans un tube. Donc, ça, c'est l'emballage primaire. Après ça, on a l'emballage secondaire. C'est celui qu'on va utiliser parfois pour faire, par exemple, de l'étalage. Donc, ça pourrait être, mettons, la boîte supplémentaire ou bien encore la boîte dans laquelle on va mettre nos tubes avant de le shipper. Et puis, finalement, ben, on a des emballages tertiaires qui sont les emballages, justement, de protection, là, plus là, durant les transports. Donc, tout ça, c'est de réfléchir à l'ensemble des emballages d'un produit. Et puis, bien souvent, ce qu'on voit, c'est que dans les emballages, il faut réfléchir à ce qui pollue le moins. Le poids est souvent un indicateur clé dans ce type de réflexion-là. C'est-à-dire que pour le même type de matériel, par exemple, une boîte de carton à 30 recyclé, mais c'est certain que si ma boîte, pour le même volume, pèse 70 grammes, ou bien si elle en pèse 35, mais tout à coup à 35, j'ai à peu près 50 d'économie en termes d'impact environnemental. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Finalement, l'alternative au système à usage unique, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment le plastique, sur lequel il y a des réglementations importantes en vigueur ou à venir. Sauf que quand on tombe dans l'alternative à l'usage unique, si on remplace par un autre usage unique, parfois, on a un meilleur impact environnemental. Trop souvent, on a un impact environnemental qui est pire. Donc, moi, je vous invite à aller voir notamment là-dessus Éco-entreprise Québec, qui ont fait un beau dossier sur la question de l'usage unique, puis des alternatives, et puis qui éduquent aussi à voir bien, comment on fait de meilleures décisions, parce que bien, malheureusement, par exemple, des ustensiles en bois, est-ce que c'est vraiment moins polluant, moins d'empreinte environnementale que des ustensiles en plastique? Bien, ce n'est pas si clair. Puis finalement, ben, on peut mettre en place là, pour l'usage unique qu'on n'est pas capable de diminuer des programmes de récupération. On en a vu plusieurs là, durant la pandémie qui ont éclos, donc pour les masques, pour les emballages. Donc, il y a des programmes aussi qu'on peut faire. Ça, c'est plus du cas par cas. Puis notamment, on va penser à ce moment-là aussi à peut-être des programmes de partenariat à ce niveau-là. Donc, si vous avez des matières qui sont vraiment liées à ce que vous faites, puis que vous retrouvez en grande quantité dans le cadre de vos opérations, bien, vous pouvez aller voir s'il n'y a pas des programmes de récupération spécifiques à ces matières-là. Et puis finalement, ben, le bâtiment, donc c'est le dernier volet. Qu'on soit locataire ou propriétaire d'un local, il y a beaucoup d'impact à ce niveau-là. Puis je vous dirais qu'il y a beaucoup d'impact en termes de, oui, de consommation d'énergie, mais après ça, en termes de matériaux, parce que le bâtiment, c'est quelque chose qu'on bâtit. Et puis finalement aussi en termes de santé, mieux-être, comme par exemple au niveau de l'ergonomie, au niveau de la lumière naturelle dans un bâtiment. Donc, il y a la manière dont on construit nos bâtiments, puis il y a la manière dont on vit à l'intérieur de nos bâtiments. Puis là-dessus, je vais passer un peu plus rapidement. Mais par exemple, ben, on a
toute la question de l'efficacité énergétique de nos équipements. On peut penser, par exemple, aux luminaires TEL, à nos systèmes de chauffage, de climatisation, qui, des fois, s'ils sont vétustes, consomment beaucoup, voire on donne une meilleure qualité, une moins bonne qualité de l'air au travail. Puis, un petit point sur lequel je veux souligner, c'est d'encourager l'aménagement durable également dans le télétravail. On le sait actuellement avec la pandémie, beaucoup de personnes maintenant sont en télétravail dans nos équipes. Ça va être là quand même pour rester, même si on a plusieurs entreprises là, qui encouragent là, un travail en hybride. Et puis, ben, parfois, on oublie que nos équipes aussi ont une question d'aménagement à l'intérieur, ben, à domicile. Et puis, ben, encore une fois, juste de donner des petits guidelines, de poser des questions à ses employés, puis de s'assurer aussi, notamment, pour qu'il y ait une bonne ergonomie de travail rendue à domicile, c'est important parce qu'on espère que ça va être des employés qui vont être là pour plusieurs années dans l'entreprise. Puis, si l'ergonomie n'est pas là, après quelques années, ben, ils vont commencer à développer des problèmes. Donc, ça, c'est vraiment un aspect là, qui, je dirais, assez nouveau, puis sur lequel ben, je pense que beaucoup d'entreprises doivent se pencher. Donc, voilà. Beaucoup d'exemples. Une chose qui est importante, c'est dans la communication à vos employés, à vos clients, à vos partenaires. Il faut faire valoir ses bons coups. Cela dit, le mot-clé, c'est de la clarté, de la transparence. Donc, on veut des communications qui sont inspirantes, mais on veut être transparent, rester modeste, rester factuel dans ce que vous faites comme initiative, puis dans ce que vous voulez faire pour le futur comme initiative, et faites attention à l'éco-blanchiment. Nous, ce qu'on voit notamment, l'éco-blanchiment ou greenwashing, qui est le terme qu'on voit plus souvent, ben, c'est parfois, il y a toutes sortes de définitions, on peut aller voir sur le web, là, éco-blanchiment, mais notamment, en fait, c'est soit de faire des fausses déclarations. Ça, c'est rare par les temps qui courent. C'est très rare que les entreprises sciemment font des fausses informations. C'est un spectre de l'éco-blanchiment. Mais à l'autre spectre de l'éco-blanchiment, c'est simplement de déclarer des choses, mais par ignorance, des choses qui sont peut-être pas tout à fait vraies. Par exemple, de dire que son service est 100% non polluant, c'est presque impossible d'avoir un service qui est 100% polluant. On utilise, comme là, moi présentement, mais j'utilise la bande passante. Donc, il y a très peu de choses qui peuvent se déclarer comme étant non polluants. Donc, faites attention aussi aux termes qui sont trop vagues, comme le côté naturel. Bien, il faut définir qu'est-ce qui était naturel. Donc, c'est nos ingrédients qui sont naturels. Donc, dans un produit qui est naturel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le pourcentage d'ingrédients qui qui sont naturels? Donc, il y a tout ça. Puis, c'est que ça nuit à la confiance des consommateurs également envers notre marque. Donc, parfois, si on fait des communications, mais qui sont au-delà de ce qu'on fait réellement, les consommateurs, ils le sentent, là, ils ont l'intuition, ils vont être sceptiques et puis ben, finalement, ça va peut-être diminuer leur confiance envers votre entreprise plutôt que de l'augmenter. Puis même chose, encore pire, si les employés constatent la même chose. Donc, voilà. J'ai quelques minutes. Ben, oui, on va la faire quand même, Mélissa. Quel serait votre principal? Donc, je vais vous parler des effets positifs, en fait. Donc, on a plusieurs effets positifs qui peuvent être mis de l'avant dans le cadre de stratégies et de pratiques éco-responsables. J'aimerais que vous me disiez, c'est quoi votre principale motivation à améliorer vos pratiques éco-responsables? Améliorer votre image, la mobilisation de vos employés, une question de conviction de valeur, générer des économies en diminuant le gaspillage, ou si vous vous dites, ben moi, c'est parce que vraiment, je veux fondamentalement là, changer mon modèle d'entreprise avec ça. C'est peut-être pour quelque chose d'autre, mais choisissez parmi ces grandes thématiques-là. Donc, ben, on voit donc améliorer,
mobiliser, ben, être davantage en phase avec mes valeurs. Donc, on voit ici que, bon, il y a une question de mobilisation des employés puis de valeurs, là, en tout cas, ça semble être les deux raisons principales pour lesquelles là, vous seriez motivé à améliorer vos pratiques. Après, je sais bien, en général, c'est un mix de tout ça. Hein? C'est ce qu'on veut, puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a en général comme retombée aussi en effectuant des bonnes pratiques. Il y a écoutez, ça, c'est un personnage de renom dans le cadre du développement durable qui avait fait des études. Et puis lui, ben, vous voyez là, que selon lui, en petite entreprise, par exemple, une petite entreprise ben, avait en moyenne, selon ses études, des bénéfices de 50% plus hauts lorsqu'ils basaient leur entreprise sur des pratiques éco-responsables ou en responsabilité sociale de l'entreprise, comparativement à une autre entreprise qui ne le faisait pas. Puis ça, c'est une étude qui date, là, parce que vous voyez, c'est de 90 à 2010, mais ça reste que c'est une étude super intéressante parce que c'est une étude longitudinale. Elles sont rares sur 18 ans, 180 entreprises qui ont été faites par la Harvard Business School. Puis ce qu'on voit, c'est qu'eux aussi voyaient qu'en environ, pour le même dollar investi dans une entreprise, 18 ans plus tard, ben, les entreprises qui étaient engagées dans le développement durable là, avaient environ une performance de 50% supplémentaire. Pourquoi? Ben, pour les grandes raisons qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a trois grands pôles en petite entreprise, puis il y en a d'autres. Hein? Il y a sur la mitigation des risques, il y a sur la pérennité de l'entreprise, il y en a plusieurs autres, la résilience au changement climatique. Mais les trois grands pôles que nous, on vulgarise en développement durable, il y en a un qui est sur les dépenses. Ben oui, quand on fait des bonnes pratiques éco-responsables, on va diminuer le gaspillage dans différents types de dépenses et ça fait en sorte qu'on a des économies. Puis en général, c'est des économies qui sont annuelles et récurrentes. Donc, là-dessus, déjà, on peut avoir un bon pôle de bénéfices. Celui-là est plus comptable, va être plus facile à mesurer. On peut être capable de mesurer l'avant et l'après. Après ça, ben, on a tout sur la gestion des ressources humaines. Donc, on en parlait, l'attractivité, la rétention, la productivité, la fierté qu'un employé va avoir envers son entreprise. Ce sont tous des choses qui sont très importantes en termes de bénéfices. Et puis finalement, sur l'image et la question de la réputation puis de la différenciation compétitive, mais encore une fois, ici, on a aussi des bons bénéfices. Ça, selon les entreprises, puis selon ce que vous allez mettre de l'avant, ça va être à intensité variable. Donc, en fonction de vos contextes, vous allez avoir plus de bénéfices peut-être sur les dépenses, sur la gestion RH, sur les ventes, en fonction de ce que vous décidez de faire aussi en développement durable. Donc, c'est important de se poser la question en premier. Quelle est la raison première pour laquelle je veux améliorer mes pratiques éco-responsables de manière à ensuite être capable de mieux prioriser et de faire des meilleurs choix? Mais c'est un engagement qui part de vous. Puis là, je suis content qu'il y en ait autant qui aient répondu que ça partait, dans le fond, d'être plus en phase avec leurs convictions, leurs ambitions, parce que ben, la motivation, c'est certain, à faire des virages, à entreprendre des meilleures pratiques en développement durable, ça va partir de vous. Ça va partir de ce que vous voulez pour votre entreprise, de comment vous la projetez pour les 5, 10, 15 prochaines années. Et puis, ben, on le sait, en petite entreprise, la fierté qu'on peut avoir envers son entreprise, ben, c'est important. C'est souvent à la base aussi de ce qu'on fait, puis c'est à la base aussi de l'influence qu'on va avoir par la suite. Donc, cet engagement-là, c'est important. Le développement durable, vous devez le lier à vos objectifs d'entreprise, cela dit, parce que sinon, si vous le faites, si vous êtes convaincu que vous le faites seulement pour les valeurs, puis que ce n'est pas nécessairement bon, puis qu'il n'y aura pas nécessairement de retombées positives pour votre entreprise, bien, vous allez toujours le décaler en termes de priorité. Vous allez toujours avoir des priorités entrepreneuriales qui vont prendre le dessus. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même que cet engagement-là, vous soyez capable de le mettre dans vos stratégies d'entreprise, même s'il part de vos valeurs et de vos convictions. Donc, ben voilà.
ça complète pour ce que j'avais à dire aujourd'hui. Encore une fois, comme Mélissa l'a dit au départ, moi, je vous encourage à aller voir là, le programme PME en mouvement. Et puis, notamment, dans le cadre de ce programme-là, l'accompagnement qui peut être offert, là, que ce soit sur le thème du développement durable ou des autres thèmes là, du programme, vous pouvez aller voir le site du CQCD là, directement. Puis sinon, je ne vois pas de questions dans le Q&A, mais par contre, si vous voulez poser quelques petites questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Marc-André. Effectivement, on ne semble pas avoir de questions. J'imagine que c'est bon signe. J'imagine que c'est parce que tout était bien clair et bien compris de tous. Donc, comme je l'ai dit en début de présentation, je vais vous faire parvenir un courriel, en fait, là, avec un petit sondage d'évaluation. Puis, il y aura également, là, dans un deuxième envoi, l'enregistrement de la présentation. Donc, j'aimerais savoir un peu à quoi ressemble l'accompagnement. Bon, on a quelques questions qui popent. Les gens se sont déjeunés, c'est super. On va pouvoir, en fait, là, avant de mettre fin là, à la présentation, on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Pour ce qui est de l'accompagnement, là, en gros, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on vous jumelle avec un expert. Dans le cas du développement durable, c'est l'équipe de Marc-André qui s'occupe là, de faire l'accompagnement. Vous avez une première rencontre là, qui est un peu pour faire le point, pour savoir où votre entreprise se situe également, puis c'est quoi vos objectifs aussi. Puis après ça, là, vous avez des rencontres qui se font là, à votre convenance là, de façon virtuelle, en fait. Là. Et l'accompagnement peut aller jusqu'à 15 heures. 15 heures d'accompagnement. Donc, c'est vraiment selon les besoins. Est-ce qu'il y a une banque de liens, de subventions disponibles pour aider là, à faire les changements? C'est une bonne question, Valérie. Tout dépendant aussi des régions, vous allez avoir des subventions qui sont différentes. Oui. Ce que je vais faire, Mélissa, dans le fond, c'est que je vais retrouver, il y a une référence, il me semble, qui en compilait plusieurs. Donc, je pourrais essayer de la retrouver puis de te l'envoyer pour que tu puisses l'envoyer à l'ensemble des participants, participantes. Là. Ouais, je pourrais le joindre là, également au courriel. Oui. Pour Myriam, plusieurs références montréalaises. Ben oui, en fait, étant donné que le webinaire est dans le cadre de PME en mouvement, qui est un programme notamment supporté par la Ville de Montréal, j'ai fait plusieurs références en ce sens-là. Cela dit, dans le cadre des exemples, c'est certain que on a les mêmes types de pratiques, peu importe où on se situe. Nous, on accompagne les entreprises à travers la province là, et même à l'extérieur. Et puis, au final, les types d'initiatives, les réflexions, ces repères-là là, demeurent les mêmes. Là. Mais c'est sûr que en fonction des régions, mais en fonction du contexte de l'entreprise aussi, si l'entreprise, par exemple, offre lui-même un service ou un produit de manière provinciale ou locale, tout doit être ramené à son contexte propre. Super, j'essaie de faire le tri des différentes questions à travers les Yves mentionne le fonds commentaires. EcoLeader. Donc, le fonds EcoLeader, présentement, est en pause. Donc, ils ne prennent pas là, de nouvelles demandes de subvention. Mais sinon, c'est effectivement un programme là, très intéressant là, au niveau de la subvention possible. Mais on attend encore des nouvelles de ce que sera le futur là, de ce fonds-là. Mais je vous invite effectivement à être aux aguets. On aura le lien également là, dans le petit courriel qu'on enverra. Super. On a Thierry qui demande s'il existe une reconnaissance officielle qu'une compagnie a un engagement affirmé en développement durable. Il y a plusieurs types de reconnaissance. Puis là, on a notamment, là, on peut dire là, que comme deux grands types, il y a des reconnaissances qui vont être basées sur le produit ou le service, puis on a des reconnaissances qui vont être plus sur l'organisation, l'entreprise. Donc, il y en a plusieurs types.
Je vous en donne un exemple. Ben, par exemple, B Corp, Benefit Corporation, qui est une reconnaissance qui est qui est reconnue mondialement, mais là où on va reconnaître vraiment l'entreprise comme telle. Donc, Maillon Vert, par exemple, ben, on vient, c'est une primeur, là, mais on vient d'être certifié B Corp pour reconnaître le fait que notre modèle d'affaires est orienté vers de l'impact positif. Ensuite, ben, si par exemple on offre des produits, ben, là, on va avoir des reconnaissances puis des certifications qui vont être propres aux produits. Donc, on en a, que ce soit par exemple biologique ou encore ouais, non, sur la protection aux animaux. Donc, en fonction de. Mais encore une fois, il y en a beaucoup. Il faut toujours se poser la question, si je vais chercher cette reconnaissance-là, quelles sont mes intentions? Quels sont mes objectifs primaires, secondaires? Est-ce que je le fais pour être capable d'améliorer mes pratiques en fonction de ce référentiel-là ou si je le fais parce que j'ai l'impression que réellement, d'avoir le logo, ça va générer, par exemple, plus de ventes ou bien plus une meilleure image. Donc, il faut toujours se poser encore une fois quelles sont nos intentions stratégiques, là. Oui, merci. Super. Donc, oui, donc je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, s'il n'y a plus de questions qui s'ajoutent, ben, on va pouvoir mettre fin à la présentation. Puis, ben, vous allez avoir là, effectivement là, plusieurs ressources dans les communications que je vais vous faire parvenir. Donc, un gros merci, Marc-André. Je suis certaine là, que ça a été bien apprécié. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée. Oui, merci à tous et toutes.